Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche-la. Sache qu'ici, tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser là parler maintenant tout haut tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges et puis parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Alors moi, j'ai un rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Stop à cette normopathie assassine. Bonjour monstrueusien, c'est la fille de joie, bienvenue dans Monstrueusement humain. Alors aujourd'hui un épisode de Mon Cru, mais si tu savais comme il m'a pris la tête. J'y ai mis une pression de malade parce que je pense qu'il y a un vrai enjeu pour moi et que c'est probablement une des bases de Monstrueusement humain. Alors je ne sais pas si je vais y arriver. Je voudrais pouvoir faire le tour en un épisode. Peut-être que je ne vais pas y parvenir. En tout cas, je t'emmène avec moi. Cet épisode aujourd'hui, j'ai eu du mal à lui trouver une phrase titre. Alors, je suis partie sur 2 questions. Est-ce que faire des choix hors la norme, en suivant ses élans de vie, ses élans de cœur, c'est toujours respectueux de la morale? Ou autrement tourné, est-ce que la morale ou la norme respecte notre écologie intérieure ou notre vivant? Ouais, ça a l'air complètement dingue à cerner en un épisode. Je suis d'accord avec toi. En tous les cas, on pourrait débuter cet épisode en parlant de la morale. Alors, je me suis bien fait aider par un article sur jepense.org. En fait, la morale, ça vient du latin moralis, qui signifie relatif aux mœurs. La morale distingue a priori le bien du mal. Et donc, elle énonce des principes qui se veulent absolus. Elle va donc définir un ensemble de règles, cette morale, de règles de conduite, qui vont être jugées bonnes et conformes à une certaine éthique. Et donc, forcément, ça permet d'estimer si un comportement est adéquat ou non avec ces règles. Et donc, à partir de la morale, on établit les fameuses lois et les fameuses normes, ce qui nous intéresse. Et donc, on est capable de pouvoir dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Les obligations, les devoirs et les interdictions de chacun. Et la liberté, en fait, de chacun commencerait une fois qu'il s'est conformé à toutes ces normes. Et donc, on estime que la morale traduit des valeurs incontestables et universelles. Sur quoi s'appuie la morale ? Sur des traditions, des us et coutumes, des lois qu'on peut appeler des lois divines autour de dogmes, de textes religieux, de vérités révélées. Et puis, il y a tout ce qui concerne les valeurs ou les idéaux qui sont nés grâce à des processus d'évolution sociale. Et en fait, la morale, plutôt que d'être la science du vrai et du faux, en fait, elle est celle du bien et du mal. Donc elle est pratique, parce qu'elle permet de savoir rapidement si ça c'est bien ou si ça c'est mal. Mais en fait, la notion du bien et du mal est une notion totalement relative, parce que ce qui semble bien pour un individu pourra être pris ou semblera mal pour un autre. Donc en fait, on peut dire que la morale, c'est comme le monopole de la définition du bien et du mal. Alors c'est vrai que
elle est importante pour garantir et maintenir une cohésion sociale. Mais tout compte fait, la morale ne peut pas être gage d'épanouissement et de bonheur au sein d'une société. C'est pas parce qu'il y a de la morale qu'il y a du bonheur. Parce que comme je l'ai dit auparavant, la morale crée des normes qui s'appuient essentiellement sur des dogmes passés, des traditions passées, qui ne suivent pas forcément l'évolution humaine, ou alors les remises à jour sont toujours faites très en décalage de ce qui s'est passé pour un être humain dans sa vie, dans son intériorité, ou encore plus généralement dans la réalité de vie d'une société. Et en cela, dans son fonctionnement, elle n'a rien d'écologique. Elle ne respecte pas des cycles naturels, des cycles du vivant, comme on peut retrouver dans la nature. Et en fait, les valeurs prônées, dites universelles, sont loin de valeurs monstrueusement humaines, d'une réalité de terrain de l'humanité, de ce qui devrait pouvoir se dire tout haut. Elle ressemble plus à une vitrine qu'à une réalité de terrain. Et que même autour de valeurs universelles, a priori incontestables, comme ne pas tuer, eh bien, les faits dans l'histoire nous montrent que c'est bien plus complexe que ça et que ce n'est pas, encore une fois, une question de bien, de mal, de noir ou de blanc, que la vision est loin d'être binaire puisque l'humanité est plus complexe que cela. Et comment pourrait-on prétendre que des valeurs correspondent totalement à chaque écosystème humain? Cette morale, en fait, elle a un côté intransigeant et rigide. Parce qu'en fait, on demande à ce que les règles soient appliquées et respectées sans discuter. Et même si elles ne sont pas comprises par certaines personnes. Et forcément, comme toute chose imposée et parfois incomprise, eh bien ça entraîne de la résistance. En fait, si la morale était enseignée peut-être de façon plus philosophique, ça permettrait d'accéder à un chemin peut-être vers plus de bonheur, et non comme un instrument qui vise à distinguer le bon du mauvais. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, et voilà pourquoi c'est tellement important pour moi dans Monstrueusement Humain de parler de ça, c'est que la morale, en fait, elle consiste à juger. Et en fait, le jugement ne fait pas partie de l'amour. Et donc l'éthique pourrait correspondre beaucoup plus que la morale. Parce qu'en fait, la morale est égale au devoir. Et l'éthique, elle, tend à l'amour. Parce qu'en fait, l'éthique, elle prend en compte, en effet, la cohésion sociale, ce qu'il est nécessaire de respecter, mais en même temps, elle prend en compte le facteur humain, ce qu'on appelle le principe de tolérance, qui va s'appuyer sur un ensemble de données, établir un contexte. Alors j'espère qu'à travers ce petit survol de la morale, je ne t'ai pas perdue et que je n'ai pas été trop ennuyeuse. Et si c'est le cas, excuse-moi, baby. Et l'élan de cœur maintenant, ou l'élan de vie? Alors j'aimerais, et j'espère le faire un tout petit peu après, vous parler d'un homme qui me fait totalement fantasmer et qui s'appelle Blaise Pascal. Mais quel homme! En le relisant, mais je me suis dit, mais s'il était encore vivant,
Il serait l'homme de ma vie. Donc l'élan du cœur. Eh bien, l'élan du cœur, c'est une espèce de grande vague qui peut être très courte parce que si notre mental est fort, ou qui va être plus longue si le mental est plutôt calme. Et en fait, cette vague, ce raz-de-marée va tout de suite remplir l'être humain de joie, d'enthousiasme, comme si aucun obstacle ne pouvait s'immiscer entre nous et cet élan. Alors, pour bien faire la différence entre ce qu'est l'élan de cœur et la volonté, dont Blaise Pascal va nous parler tout à l'heure, la volonté de l'ego, eh bien en fait c'est vraiment ce sentiment de joie pure et instantanée. L'élan de vie, l'élan de cœur ne va jamais créer d'opposition. C'est tout de suite de l'enthousiasme et cette sensation d'avoir des ailes. Nous sommes en fait en joie totale. C'est une vibration très haute en fait. Si un stress s'immisce, c'est qu'à un moment, l'ego arrive derrière pour reprendre les rênes. Parce qu'en fait, l'instant d'élan de vie ou d'élan de cœur te permet vraiment à cet instant ou ce moment où tu es baigné là-dedans de croire que de toute façon, tout est possible. Alors, il y a une autre caractéristique de cet élan de cœur, c'est qu'en fait, c'est hyper compliqué de le rationaliser, de l'expliquer à l'extérieur, de le justifier, de le faire comprendre. Parce qu'en fait, ça ne se passe pas au niveau du mental. Donc, forcément, les élans de vie ou les élans de cœur eh bien, suscitent de l'extérieur bien souvent de l'incompréhension. On passe pour quelqu'un de barré ou d'insensé, voire d'utopique. Parce qu'en fait, l'intelligence, ce que le cœur a compris, le mental des autres à l'extérieur ne peut pas le saisir. Et pourtant, c'est une des voies de compréhension de l'être. C'est la voie. Et d'ailleurs, les personnes qui maîtrisent très bien cela savent accueillir cet élan, cette clarté de cœur et convoquer leur mental au moment où il va être l'allié, où le mental va se mettre au service du cœur. Il va venir pour exécuter, aider à la réalisation, à permettre l'accomplissement et d'atteindre l'objectif. Ça, c'est le rôle du mental, mais au service du cœur. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que notre pauvre petit mental, lui, il veut juste assurer ta survie. Donc en fait, il vient puiser dans notre disque dur et dire « Ah oui, alors là, rappelle-toi, mais là, attention, ça t'a fait ça, donc non, n'y va pas. Et là, tu te rappelles, t'as entendu parler de ça, telle personne, il lui est arrivé ceci, donc non, ne fais pas ça. » Il fait son job si tu lui donnes les rênes. Ouais, vas-y madame, ça a l'air hyper facile ton truc pour suivre son cœur quand on t'écoute. Oui, bon alors ok, c'est vrai, comme ça fait très... il suffit de... Ça ne l'est pas, je suis d'accord. C'est vraiment là aussi une question de discipline, de gymnastique, de répétition. Et clairement, il y a des vraies périodes dans la vie où c'est très compliqué. Compliqué parce que, en fait, quand on a la fulgurance, la clairvoyance, l'intuition que provoque l'élan de cœur, bien souvent, ça tourne autour d'un défi, de quelque chose qui va probablement chambouler un ronron, un ordre établi, une vision ou une
planification que notre mental a fait. Et que après cet élan de cœur, bien sûr, là, lui, le mental arrive et voudrait absolument planifier, structurer un maximum, s'assurer de ci ou de ça, faire en sorte que, eh bien, rien ne bouge. Et en même temps, et je l'ai déjà cité, je ne sais plus dans quel épisode, mais on peut admettre que le vivant, le jaillissement de vie, surgit au milieu du chaos. Alors, peu importe le chaos, mais surgit dans ce remaniement, j'ai envie de dire en quelque sorte, ce remaniement intérieur ou extérieur et qui va forcément faire bouger un système. Donc faire des vagues et peut-être un petit peu foutre le bordel. Parce que figure-toi, bonhomme ou bonne femme, c'est que le système qui s'est enclenché correspond, bien évidemment, à des normes ou des traditions. Et que tu as donc été identifié, ou tu as souhaité être identifié, comme par exemple le rond dans un système. Et que ce fichu élan de vie, figure-toi, tend à te faire prendre une forme triangulaire. Mais comment diantre faire pour être un triangle dans ce système de rond? Alors j'allais oublier de te parler de mon fantasme du moment, Blaise Pascal. Qu'est-ce qu'il raconte de si intéressant, cet homme? Eh bien, il dit que l'une des différences majeures entre le cœur et la volonté, c'est que, en fait, la volonté, elle aime ce qui lui plaît, alors que le cœur aime le bien. Et en fait, la volonté est sujette aux caprices de l'imagination et de la subjectivité, alors que le cœur est pure tension vers le vrai ou le bien. Il dit que le cœur aime l'être universel naturellement. Ah, mais c'est tellement beau ce qu'il dit, cet homme-là. Il affirme ensuite que la raison, en fait, elle décompose son objet en ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas, pour ensuite manipuler l'esprit. Alors que le cœur n'agit que dans l'instant, qu'il est pure adhésion à son objet, qu'il ne calcule pas son adhésion en fonction de ses intérêts, qu'il est le pôle positif de l'affectivité. Et pour lui, en fait, le cœur a cette forme de rationalité. Et en fait, il n'oppose aucunement la raison et le cœur. Il dit qu'en fait, c'est tout à fait complémentaire. Ces deux rationalités sont complémentaires. Ce cœur qui sent, qui connaît et qui comprend relève une capacité en l'homme à discerner le vrai. Il est ce qui en l'homme adhère à l'indémontrable. Et il ajoute encore, cette trace de rationalité possède une vertu particulière, celle d'être la même pour tous. Le cœur ne connaît pas de degré, d'une part parce qu'il agit dans l'instant, d'autre part parce qu'il saisit l'objet dans sa totalité. En fait, le cœur a une faculté de synthèse. Et pour te situer un petit peu qui était ce Blaise Pascal, eh bien, c'est celui qui a aussi dit que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. C'était un mathématicien, un physicien, un inventeur, un philosophe, un moraliste et un théologien.
C'est lui qui a créé la première calculatrice manuelle, entre autres. Il est décrit comme un enfant précoce et il aura un accident de voiture où il va manquer de mourir et où il va vivre une expérience mystique qui va donc l'amener à avoir toute cette pensée et cette réflexion sur le cœur. Alors, comme l'élan de cœur suit toujours ce qui est vrai et bien et a toujours l'intention de nourrir la vie en soi, nourrir ce flux, il vient forcément, souvent s'opposer à la norme et à la morale. Puisque lui, il surgit dans le mouvement. Et d'ailleurs, nous le vivons dans ces moments-là comme un vrai guet-apens. C'est une sorte de pied de nez à notre tour de contrôle qu'est le mental en fait. Ça vient tellement bousculer ce papier à musique, cet ordre que l'on a instauré, installé. Et donc, c'est vraiment l'opposé de cette morale qui est rigide, qui stagne et qui fige les normes. Ce que j'ai envie de rajouter qui me semble intéressant, c'est que jamais un élan de cœur n'a l'intention de vouloir faire du mal ou de nuire à quiconque. Et en fait, en ayant cette réflexion, ça m'a fait penser à la définition du rebelle chez Boris Cyrulnik. Il le décrit ainsi, que le rebelle n'est contre personne, il est pour lui-même. Eh bien, l'élan de cœur ou l'élan de vie n'est contre personne. Il est pour lui-même. Alors là où je voudrais en venir dans cette première partie d'épisode, parce qu'après je vais être très longue, c'est de se questionner. Tu sais, ces moments où tu entends parler d'une situation où « oh là là, c'est quand même pas très bien ce qu'elle a fait, hein, c'est mal, et puis c'est pas très moral ». Et comme on est dans l'autre camp, le camp de ceux qui se comportent bien, eh bien, on peut se permettre d'avoir un avis et de porter un jugement très lapidaire. Et puis, la vie, eh bien, elle est pleine de surprises. Et elle nous propose pas mal de sursauts. Et parfois, lorsque l'on est confronté soi-même à un positionnement, un questionnement de « mais si je fais ça, comment ça va être pris ?» Mais en même temps, mon cœur me dit tellement d'aller par là. Eh bien, soudain, on peut faire preuve, mais de tellement d'empathie et de compréhension pour cette même situation dont on avait entendu parler pour la voisine ou la cousine ou le cousin. Et tout à coup, on peut se mettre à la place. On peut saisir tout un contexte que nous n'avions pas en tête, qu'on ne pouvait pas prendre en compte puisqu'on n'avait pas toutes les données, parce qu'on n'avait pas l'ambiance du cœur de la personne. On n'avait pas tout son théâtre intérieur. Et donc, on en était tellement loin, tellement extrait qu'on ne pouvait que porter un avis tranchant et très moralisateur, nous plaçant comme la référence de la société. Et puis, j'irais même plus loin, pousser le vice. Je dirais même que, parfois, ceux qui suivent leur élan de cœur, eh bien, en fait,
provoque une telle gêne, une telle violence pour ceux qui trépignent, qui n'osent pas, qui souhaitent garder, et c'est leur choix, une vie bien ordrée et bien établie, et qui, en entendant ces élans de cœur qui sont tellement courageux, eh bien, n'ont qu'une envie, c'est d'étouffer ces élans, parce qu'en fait, ça suscite chez eux un aspect jaloux ou envieux. Et ça me fait penser à cette phrase de Georges Brassens qui chantait « Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux ». Alors dans une deuxième partie, j'aborderai, parce que là je vais être très ou trop longue, j'aborderai des exemples de choix de cœur qui ont bafoué la tradition ou la norme autour de personnages publics, ou au contraire, ceux qui ont fait le choix du à tout prix, la norme et la tradition, et les conséquences sur ces choix. Et puis je parlerai peut-être très rapidement des effets de la répression de ces élans, des effets de répression émotionnelle qui aujourd'hui, on le sait, c'est démontré scientifiquement les impacts physiques et psychiques de nos répressions émotionnelles. Alors la réflexion que je t'invite à te poser, c'est réfléchis à des moments où tu as pu être jugeant, jugeante, incisive sur des situations dont tu as entendu parler dans ton entourage, d'événements, sur des faits de vie, sur des tranches de vie. Et puis voir s'il y a d'autres moments tu n'as pas pensé soudain différemment, parce que toi-même, en tant qu'être humain et en tant que cœur, eh bien, tu as été confronté à une situation similaire. Et puis juste comme ça, pour te titiller un peu, te dire que plutôt qu'être un brave Jean, ne faut-il pas mieux être un monstrueusement humain ? Alors, on se retrouve tout bientôt pour une deuxième partie. J'espère que tu ne t'es pas trop perdu dans les méandres de cet épisode. Et bien sûr, tu peux noter Monstrueusement Humain via les plateformes de podcast. Et puis, parle de ce podcast à au moins une personne dans ta semaine. Et tu as envie de t'exprimer. Monstrueusement Humain te propose plein de formats possibles. Alors n'hésite pas à me contacter, ta voix est importante. Sur ce, ciao ciao.